Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 301. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. L'intelligence artificielle, c'est devenu le nouveau mot magique du marketing. Toutes les semaines, on a une nouvelle marque qui annonce un produit ou alors un service ou une application qui est boostée par l'IA. Le terme fascine parce que, en vrai, il attire les investisseurs, il rassure les clients et puis aussi, on va pas se mentir, il ouvre les portes des médias. Regardez la preuve, je fais de plus en plus d'épisodes en lien avec l'IA. Mais derrière tout ce buzz, la réalité, c'est que souvent, l'IA, elle est quand même assez absente, voire c'est juste un slogan un peu accrocheur et il n'y a pas grand-chose d'IA derrière. C'est ce qu'on appelle l'IA washing. L'IA washing, c'est un peu comme le greenwashing. Le greenwashing, vous vous en souvenez, c'est le fait de parler d'écologie ou en tout cas de faire croire qu'on fait quelque chose d'un point de vue écologique alors qu'en fait c'est juste du marketing. Ici c'est pareil avec l'IA, l'intelligence artificielle, elle sert davantage d'argument de communication que de moteur de transformation, d'innovation. Alors on peut se demander, mais pourquoi les marques font ça? Quels sont les ressorts psychologiques et marketing qu'il y a derrière cette stratégie? Quelles sont les conséquences sur la confiance des consommateurs, sur même l'écosystème dans son ensemble? Et puis surtout, comment est-ce qu'on peut faire pour communiquer sur l'IA de manière transparente et crédible? Dans cet épisode, je vous propose qu'on analyse en profondeur ces questions. On va regarder comment reconnaître les signaux d'un IA washing, quels sont les risques à long terme et quelles bonnes pratiques permettent de bâtir une relation de confiance et durable. Et puis cette année, je reprends une habitude que j'avais un peu délaissée ou en tout cas que je vous proposais moins souvent, les cadeaux bonus. Alors soyons clairs, je vous promets pas un cadeau bonus à chaque épisode, mais dès que je pense qu'un outil peut vous aider à aller un cran plus loin, je vous le proposerai. Et donc aujourd'hui, en plus de cet épisode, je vous propose une checklist pour vous aider à différencier les vrais IA de l'IA washing. Cette checklist, c'est 15 questions à vous poser. À chaque question correspondent la preuve attendue si l'usage est crédible et le signal d'alarme si on est face à du probable IA washing. C'est ultra simple et super efficace. Pour la télécharger, comme d'habitude, vous allez sur lepodcastdumarketing.com/cadeau 301, puisque c'est l'épisode 301, ou alors vous cliquez dans les notes de cet épisode. Vous avez un lien directement vers le cadeau bonus. Une autre façon, c'est la façon la plus simple d'ailleurs de recevoir tous mes cadeaux bonus, c'est d'être abonné à ma newsletter parce que j'envoie les cadeaux bonus directement dans la newsletter. Vous n'avez rien à faire, rien de plus simple. Bon, alors la première chose, c'est de comprendre bien clairement ce que c'est que ce terme d'IA washing. Alors, l'IA washing, c'est une stratégie de communication qui exagère, qui en fait va enjoliver les choses, va inventer un usage de l'intelligence artificielle pour une entreprise. Le mot IA, en fait, ici, c'est un vernis d'innovation. C'est pas vraiment vrai. C'est souvent un petit peu vrai, mais globalement, il se passe pas grand-chose. Le parallèle avec le greenwashing ici, il saute aux yeux. Qu'est-ce que c'était le greenwashing? Vous aviez une marque qui va se déclarer éco-responsable alors qu'elle va se contenter de faire un geste méga symbolique, voire rien du tout. Donc une marque va s'afficher comme étant à fond sur l'IA alors qu'elle utilise finalement des systèmes qui sont ultra basiques. La mécanique, elle suppose sur une asymétrie de l'information. Le public associe le terme IA à des prouesses spectaculaires, alors que bien souvent, les outils qui utilisent l'IA en entreprise actuellement, ça reste des systèmes ultra simples qui ont déjà été utilisés avant même qu'on utilise le terme d'IA. Donc là, ici, l'argument IA, il vient asseoir, crédibiliser un produit qui en fait fonctionne soit grâce à son design, soit grâce à sa base de données, soit grâce à un processus qui est déjà bien rodé, mais en tout cas, en vérité, c'est pas l'IA qui apporte quoi que ce soit. Je vous donne un exemple typique, c'est des applications B2B qui vont promettre une reconnaissance intelligente. Et en fait, si vous creusez, vous vous rendez compte que c'est une simple correspondance de mots-clés. On fait ça depuis des années.
Vous en avez d'autres qui disent qu'ils ont un copilote IA. Puis quand vous creusez, vous vous rendez compte que leur copilote IA, c'est juste une autocomplétion, vous savez, d'un formulaire. On fait ça aussi depuis des années. Ça a rien de... C'est peut-être de l'IA, mais ça n'a rien de ce qu'on imagine de l'IA au sens un peu magique, au sens nouveau, au sens innovation. La comparaison avec le greenwashing, elle aide à poser le cadre, un cadre d'évaluation. Le test, ça consiste à demander des preuves concrètes. Quelles sont les données que vous utilisez? Quel modèle? Quelle métrique d'impact? Quel garde-fou éthique? Tous ces éléments-là, ça va être ultra important pour comprendre si on est sur une vraie innovation ou si on est sur quelque chose d'un peu pipeau. Un storytelling qui est honnête, il va aussi être capable de décrire des limites et des cas d'échec. Une promesse qui va rester floue ou qui empile tous les superlatifs, qui est tout le temps plus, mieux, c'est génial, c'est super, mais qui évite tous les détails techniques, là on peut se poser des questions. Et la distinction, elle n'est pas que sémantique parce qu'en fait, une marque qui va utiliser l'IA washing, eh ben, elle prend des risques. Elle va prendre le risque d'être en décalage total avec sa promesse et donc avec l'expérience utilisateur. Et ça, eh ben, à terme, ça va se traduire par une perte de confiance et des coûts de réputation qui vont être significatifs. Bon, mais alors pourquoi est-ce que les marques surfent comme ça sur cette vague de l'IA? Eh bien, l'IA, ça incarne la modernité. C'est un peu un mot magique qui stimule l'imaginaire collectif. Les équipes marketing, quand on leur dit IA, elles voient un levier d'attention immédiat. Ça attrape l'attention. Si une start-up ajoute IA à sa proposition de valeur, bah souvent, elle va gagner en crédibilité immédiatement auprès de son interlocuteur. Si vous êtes face à des investisseurs, ils voient le terme IA comme un signal d'ambition technologique. Et puis les journalistes, ils y voient un angle éditorial qui est intéressant, qui marche pour eux, donc ça attire plus d'intérêt, vous allez avoir plus de médias qui vont parler de vous. Et puis les prospects, automatiquement, quand on leur dit IA, ils anticipent un gain de productivité. Donc on a une dynamique qui crée une incitation qui est super puissante à surcommuniquer autour de l'IA parce que l'argument, il pèse. Et puis il pèse aussi en interne. Vous avez des comités de direction qui veulent des preuves visibles d'un virage data IA. Et puis vous avez des équipes qui sont pressées de montrer des résultats. Elles vont rebaptiser des projets qui sont en fait plutôt des projets analytiques en projets IA parce que ça fait bien. Et puis qui vont transformer un POC, donc c'est un projet qui est à l'état de concept, ils vont le transformer en succès annoncé. Alors une partie de ces effets-là, elle provient du calendrier médiatique. Vous avez des conférences, des salons, des communiqués qui parlent d'IA en permanence. L'IA, ça marche parce que le vocabulaire est technique et impressionnant. Et la tentation, c'est de raconter l'intention plutôt que la réalité opérationnelle. Le problème, c'est que l'écart, il se creuse après entre le discours et l'adoption réelle parce qu'elle est freinée par quoi? Par la qualité des données, le manque de vision et puis les contraintes réglementaires ou alors même l'intégration SI. Donc, ça attire l'IA, mais le problème, c'est que là où ça bloque, c'est au niveau de l'industrialisation. Une communication qui est équilibrée, elle va reconnaître ces obstacles-là et elle va avancer des jalons concrets plutôt qu'une promesse de vague automatisation généralisée où on n'en dit pas trop parce qu'en fait, on ne sait pas comment on va faire. Bon, mais je vous propose qu'on creuse un peu ces ressorts marketing qui font que l'IA washing est intéressant. Enfin, est intéressant. Qui font que certaines marques vont aller vers cette IA washing. Le principal élément, c'est le halo technologique qu'il y a autour de ce terme IA. Le halo technologique, en fait, ça agit comme un raccourci mental. Donc, vous avez une marque qui va utiliser le terme IA, immédiatement, elle va bénéficier d'une espèce de perception d'avant-gardisme. Parce que les consommateurs, en fait, ils attribuent plus d'intelligence au produit s'il y a marqué IA. Et puis, en B2B, le décideur, il va percevoir plus de performance. Les médias, eux, ils vont voir une histoire qui va être plus intéressante. En fait, les équipes marketing, elles vont cultiver ce halo en utilisant du naming, dont utiliser le terme IA, l'iconographie et puis le storytelling. Par exemple, vous avez un simple outil d'assistanat qui devient un copilote IA. Vous avez une recherche qui devient une recherche générative. Ou alors vous avez un système de scoring qui immédiatement devient un modèle prédictif d'apprentissage profond. Bon, j'exagère, mais en réalité, c'est vraiment ce genre de choses qu'on va faire. On va un petit peu détourner la réalité. C'est des choses qui existaient déjà. On va laisser une certaine
ambiguïté. Et cette ambiguïté, elle fonctionne parce que la frontière entre l'algorithme classique et l'IA avancée, elle est floue pour l'immense majorité des gens. Sachez qu'il y a des secteurs entiers qui jouent sur cette ambiguïté. Vous avez des banques, par exemple, qui promettent des parcours qui vont être personnalisés par l'IA, alors qu'en fait, c'est un système de scoring ultra classique. Vous avez fait ça, donc on vous emmène vers tel élément. Ça n'a rien spécifiquement d'une IA. Vous avez des assureurs qui vont vous parler d'une détection instantanée de fraude par l'IA, alors qu'en fait, l'essentiel, c'est un algorithme d'analyse des chiffres, tout simplement. C'est de l'actuariat qui a toujours existé. C'est le principe même de l'assurance. Dans le retail, on va vous dire qu'on a des recommandations qui sont boostées par l'IA. Encore une fois, c'est déployé depuis des années. En fonction de ce que vous avez acheté avant, on va vous proposer tel ou tel produit. L'effet de halo, il va se renforcer encore plus quand une marque va proposer des démonstrations un peu plus visuelles. Typiquement, quand elle va proposer un chatbot, quand elle va proposer des images qui sont générées par l'IA ou alors une vidéo de synthèse. Là, l'illusion d'une technologie qui est vraiment utilisée par l'entreprise s'installe dans l'esprit de l'utilisateur, même si en fait, l'usage réel, il reste assez périphérique. Si on regarde du côté des médias, très clairement, ce qu'ils aiment, eux, c'est l'annonce et la nouveauté. Vous avez des rédactions qui sont ultra sollicitées en permanence et qui cherchent des sujets qui sont clairs, qui sont spectaculaires, qui sont nouveaux, qui sortent de l'ordinaire. Quand vous avez une promesse d'IA, vous remplissez tous ces critères et ça va vous ouvrir les portes des conférences, des tribunes, des plateaux, des articles de blog, de presse, etc. Donc vous avez des directions de communication qui vont adapter leur calendrier produit au calendrier presse. Ça, c'est toujours fait. Le risque, c'est quand l'histoire qui est racontée, elle précède un peu la réalité, ou en tout cas la réalité technologique. Du coup, vous avez des promesses qui deviennent des titres, vous avez des titres qui deviennent des attentes des clients, et vous avez des attentes des clients qui se transforment en contraintes pour les équipes produits qui, elles, doivent courir après cette technologie qu'on a avancée, mais qui, en fait, n'existe pas encore. Là-dessus, vous ajoutez le financement, parce que évidemment ça se finance tout ça, et ça vous donne une pression qui est complètement dingue. Vous avez des fonds d'investissement qui vont interroger systématiquement la stratégie IA. Vous avez des dirigeants qui répondent par des slides super ambitieuses avec des annonces de plateformes alors qu'il n'y a pas du tout de plateforme. Et vous avez des équipes qui expérimentent alors que ils sont pas encore prêts du tout. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'un point de vue de l'industrialisation, on n'y est pas. Donc en fait, on est en train d'arriver dans une espèce de théâtre de l'innovation. Tout ça, c'est faux. C'est vraiment du fake it until you make it. C'est le truc des startups, sauf qu'à un moment donné, ça marche plus. Ça marche quand on le fait un petit peu comme ça, vite fait, qu'on est encore petit, mais quand tout le monde, dont les grands, disent qu'ils sont IA, alors qu'en fait, ils n'y sont pas, on a quelque chose qui est de l'ordre du théâtral, ça n'existe pas, c'est une bulle. Et le phénomène, il touche pas que les petites entreprises, il touche pas que les startups, il touche des entreprises cotées. Et là, ça devient quand même vraiment très, très embêtant. Vous avez des dirigeants qui mettent en avant l'IA dans des appels d'investisseurs pour montrer une espèce d'alignement stratégique. Et évidemment, la bourse réagit, l'interne accélère, la communication continue, la boucle se ferme, et puis ça va entretenir la surpromesse. Alors on s'en doute, ça va pas aller dans le bon parce qu'à un moment donné, tout ça, ça risque d'exploser. La bonne façon de faire, c'est les annonces progressives. C'est des annonces qui sont adossées à des preuves avec des pilotes encadrés, des références clients qui vont être publiques, des métriques d'impact, des gouvernances de la donnée, parce qu'évidemment tout ça va s'appuyer sur de la donnée, et puis une conformité réglementaire. En gros, c'est de dire la réalité, c'est de dire où on va, de dire quelle est notre vision, mais de dire aussi où sont les contraintes, où sont les attentes, où sont les blocages encore pour le moment. Ça va vous donner une relation qui est plus saine avec les médias, qui assume la complexité, parce que l'innovation, c'est complexe, et puis qui arrête d'envoyer de la poudre aux yeux à tout le monde. On n'est pas complètement idiot. Au bout d'un moment, tout le monde va s'en rendre compte. Et puis, il faut pas oublier, les investisseurs, ils valorisent également la rigueur. En fait, quand les jalons techniques et business sont clairs, sont mesurables et atteignables, ça a beaucoup plus de force que quand tout ça est flou. Bon, mais c'est quoi le risque derrière tout ça ? Le risque, c'est la perte de confiance des consommateurs. Et ça, c'est ultra important. La confiance, ça représente l'actif le plus difficile à reconstruire.
Si vous avez un écart qui est répété entre la promesse et l'expérience que vit l'utilisateur, eh ben d'abord, vous allez avoir de la déception. Et puis ensuite, vous allez avoir de la défiance. Après, vous allez avoir des utilisateurs qui vont s'habituer à ignorer les mentions IA parce que se rendent compte que ça change rien finalement à ce qu'ils récupèrent. Du coup, vous allez avoir un taux de conversion qui va se réduire. Vous allez avoir un bouche à oreille qui devient moins intéressant, franchement tiède. Et puis, vous avez des avis qui vont se durcir. En plus de ça, l'IA washing, potentiellement, ça va amplifier les risques juridiques. Si vous êtes sur un marché contraint, par exemple, ou sur un marché qui a un impact réel sur les personnes, comme par exemple le crédit, l'assurance, la santé, le recrutement, enfin il y en a plein des marchés comme ça, clairement, faire des promesses plus fortes que la réalité que vous allez pouvoir tenir, eh bien ça va vous exposer à des risques juridiques parce que, évidemment, les clients, ils ne vont pas en rester là si l'impact sur eux est important. Donc, évidemment, attention à ça. Outre la dimension juridique, évidemment, il y a aussi la dimension éthique et elle est tout aussi importante. Les clients, ils aiment pas qu'on leur raconte des foutaises. Donc bien sûr que des réponses incohérentes, un service après-vente qui va être totalement dépassé, ça va pas fonctionner. Gardez en tête qu'une marque qui fait de l'IA washing, elle va le payer 2 fois. Elle va le payer une première fois parce qu'elle va avoir une perte de chiffre d'affaires, parce que tout simplement, il va y avoir de la défiance qui va s'installer. Mais elle va le payer une deuxième fois parce que le moment où elle sera en fait réellement prête d'un point de vue technologique, et là, elle va faire son lancement et elle ne pourra plus convaincre les utilisateurs. Ils ont été déçus une fois, c'est fini, ou en tout cas, c'est très, très, très compliqué de revenir et de récupérer la confiance. Donc, attention, ça n'est pas à rien que d'en dire trop, d'en faire trop, et en fait, de prendre les utilisateurs pour des idiots. Mais je vais vous dire l'impact, malheureusement, de cette IA washing. Il n'est pas que sur les marques qui racontent n'importe quoi, il est sur l'ensemble de l'écosystème. C'est l'ensemble de l'écosystème tech qui subit ce bruit, qui subit cette défiance petit à petit de l'IA. Vous avez des investisseurs qui vont passer plus de temps à trier entre les dossiers sérieux et les dossiers qui jouent sur les superlatifs. Vous avez des budgets marketing, innovation, qui vont se diluer et qui n'arrivent jamais à la phase de production. Vous avez des équipes techniques qui vont se démotiver parce que l'effort en industrialisation, évidemment, il est moins glamour et puis la moindre reconnaissance. Vous avez une pédagogie qui est en recul et vous avez des décideurs techniques qui finissent par considérer l'IA comme un buzzword, un peu comme, vous vous souvenez ce mot de big data ou de blockchain, on en entendait tout le temps parler, puis maintenant, franchement, quand on entend ce mot-là, on se dit oui, ok, c'est de la foutaise. Donc attention, les conséquences finalement, elles seront sur l'ensemble de l'écosystème. Et pour moi, les marques qui vont sortir leur épingle du jeu, c'est les marques qui auront privilégié la transparence depuis le début. C'est les marques qui auront dit où elles en sont vraiment, qui auront dit ce qu'elles apportent vraiment, qui auront dit quelles sont les étapes et les contraintes et en fait les choses qu'on peut faire et les choses qu'on peut pas faire. Ces marques-là, elles n'auront pas joué court terme. C'est le buzzword IA washing qui joue le court terme, mais attention, on sait ce que ça donne juste après. En revanche, elles auront joué le long terme et c'est elles qui, à mon sens, tireront réellement les vrais bénéfices de l'IA. Bon alors comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est face à un fournisseur qui nous parle d'IA? Comment est-ce qu'on fait pour différencier entre la véritable innovation technologique et l'IA washing? Bon, moi je vous propose un diagnostic ultra rapide, c'est en tout cas pour mettre les premières bases, qui se base sur 5 questions. 5 questions à se poser. Première question, on se pose la question des données. Quelles sont les données qui alimentent le système? Deuxième question, le modèle. Quel modèle est utilisé et pourquoi est-ce qu'on a choisi ce modèle-là plutôt qu'un autre? Ensuite, le périmètre. Quel est le périmètre fonctionnel du système? Jusqu'où il va exactement? Après, le dispositif de supervision humaine. Où est-ce que l'humain intervient pour corriger les erreurs? Et la dernière question, c'est quelles sont les métriques d'impact? Comment est-ce qu'elles sont suivies? Comment est-ce qu'elles sont publiées? Une entreprise crédible, elle doit pouvoir répondre ultra clairement et simplement à ces questions avec, par exemple, des cas d'usage, des avant-après avec des chiffres. Typiquement, ça va être des temps de traitement qui vont être divisés, des taux d'erreur qui vont être réduits, un chiffre d'affaires qui est additionnel qui peut être mesuré, ce genre de choses.
Après, elle peut vous proposer des preuves externes, c'est intéressant, des audits, des labels, des publications techniques, ce genre d'éléments, ça vient vous apporter de la confiance. Le plus simple, en fait, c'est de demander à votre fournisseur sa feuille de route. Quelle est sa méthode? Comment est-ce qu'il fait? Quelles sont ses priorités? Quels sont ses risques? Ses dépendances SI, son budget, son plan de montée en charge? S'il a un discours solide, il doit pouvoir vous montrer où sont ses limites, où sont les différents jalons, où sont ces différentes étapes. La différence, vous allez voir, elle se ressent hyper vite. Si vous avez de la transparence, de la précision et de la cohérence, vous êtes au bon endroit. Et puis évidemment, on peut se poser la question à l'inverse. Si c'est vous qui utilisez l'IA, comment est-ce que vous faites pour communiquer sans que ça passe pour de l'IA washing? Évidemment, c'est quand même important. Comment est-ce qu'on va faire? On va avoir une communication qui est responsable. Et une communication responsable, elle se base à mon sens sur 3 éléments. La clarté, la preuve et l'humilité. La clarté, ça commence par une formulation ultra simple du problème. Une marque doit pouvoir expliciter l'enjeu métier, la place de l'IA dans la solution et le rôle de l'humain. Deuxième chose, c'est les preuves. On évite les communications avec des superlatifs dans tous les sens. On va préférer apporter des preuves. Des preuves, c'est quoi? C'est des métriques avant-après, c'est des tests, c'est des taux d'erreur par cas, c'est des exemples d'échecs, c'est des références clients. Tout ça, ça va apporter de la crédibilité. Et puis le troisième élément, c'est d'avoir un minimum d'humilité. Un message qui reconnaît ses limites, qui reconnaît les risques, ça force le respect et ça apporte de la confiance. Mettre en place ce genre de communication, évidemment, ça prend plus de temps, mais ça va transformer l'IA en véritable avantage concurrentiel qui va être durable et qui va réduire cet impact de l'IA washing. Alors pour conclure, l'IA washing, qu'est-ce que c'est? C'est rien de moins que la preuve d'une vérité marketing qui existe depuis bien longtemps. Le marketing aime les mots à la mode. Oui, et en ce moment, c'est l'IA. Mais ça nous rappelle aussi une leçon qui est essentielle. C'est que les slogans, ils séduisent à court terme et que la confiance, elle se construit sur la durée. Promettre une intelligence artificielle s'il n'y en a pas, c'est risquer la déception, la perte de crédibilité et à terme, le rejet d'une technologie qui est pourtant porteuse d'opportunités majeures. Donc, utilisez plutôt une communication qui va être transparente, qui va être précise et qui va être humble et ça va valoriser l'IA pour ce qu'elle apporte vraiment. Les marques qui adoptent cette approche, vont se différencier sur la durée parce qu'elles créent la confiance et la confiance, ça n'a pas de prix, en tout cas à mon sens. La prochaine fois que vous entendez Powered by IA, posez-vous la question, est-ce qu'il s'agit d'une innovation réelle ou juste d'un vernis marketing? C'est cette vigilance collective qui va permettre à l'IA de tenir ses promesses. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aide à réfléchir, à vous poser des questions, à vous questionner peut-être sur votre propre pratique de la communication et de l'IA. N'oubliez pas, si vous voulez aller encore un cran plus loin, si vous voulez vraiment tester vos fournisseurs ou votre communication, vous pouvez télécharger ma checklist en 15 questions qui vous permet d'identifier si oui ou non on est dans un cas d'IA washing. Pour la télécharger, ultra simple, vous allez dans les notes de cet épisode, vous avez un lien vers le cadeau bonus ou alors vous tapez lepodcastdumarketing.com/cadeau 301. Il y a une troisième façon encore plus simple de le faire, c'est de vous abonner à la newsletter du podcast du marketing. Tous les abonnés reçoivent directement dans leur boîte mail tous mes cadeaux bonus dès que j'en sors un nouveau, donc pas d'hésitation. Allez-y. Et puis si vous voulez me soutenir parce que le podcast du marketing, c'est un podcast totalement indépendant. Je travaille seule à construire ce podcast chaque semaine. Si vous voulez me soutenir, il y a 2 façons ultra simples de faire. La première, c'est de partager ce podcast, cet épisode avec quelqu'un qui est intéressé par le marketing. Et la seconde, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. C'est le meilleur moyen de faire connaître le podcast à de nouvelles personnes et c'est ça qui le fait vivre. Je vous dis à très vite.